aussi un petit peu, il y avait beaucoup d'improvisation dans les séances et tout ça. Il y avait le protocole, tout ça était très animé. J'ai déjà vu des documentaires là-dessus. C'était vraiment, les photographies montrent une chose, mais la façon que ça se déroulait, c'était un petit peu le Capharnaüm dans la salle, où c'était super tranquille. Mais il y avait vraiment un sens d'improvisation, de théâtralité. Tandis que ce qui est intéressant, c'est que tu prends ces données-là, en quelque part, tu as vraiment une approche quasi scientifique de la chose, tu analyses, mais pour des raisons, tu as des étapes précises, etc. Est-ce que tu vois ça vraiment comme quelque chose éventuellement qui pourrait carrément être, pour l'analogie numérique, d'être un genre de base de données, de référents indirects à cette époque-là au concept du paranormal? Oui, ben, ça c'est une très bonne question. Je suis vraiment inspiré par la recherche bibliographique. Alors, comme bibliothécaire, je suis un peu... je tombe sur la mythologie autour des livres et j'aime découvrir les choses dans les livres et être inspiré. Mais c'est une bonne question de développer peut-être une base de données. Je sais qu'il existe déjà des bases de données pour les gens dans la recherche paranormale pour documenter des, comment on dit ça, sightings, où les gens ont vu des esprits, par exemple, ou des bases de données pour des expériences paranormales. Alors, je trouve ça intéressant comme projet et aussi comme la culture autour de cette recherche. Je trouve ça fascinant. Alors, peut-être un jour, je vais essayer de développer ou rechercher un peu le côté base de données ou documentation de ça. C'est un petit peu un départ, peut-être, le test de la chaise, dans ce sens-là. Mais moi, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de gens qui veulent la preuve dans la communication spirit. C'est pas nécessairement la croyance ou le spiritualisme. Je ne sais pas si c'est une religion ou une culture, mais il semble que c'est une culture qui veut avoir la preuve. Et souvent, dans l'histoire de la communication spirit, ils invitent les scientifiques pour documenter toute la recherche qu'ils font. Alors, je trouve ça intéressant. Alors, je sais qu'il y a d'autres types de tests aussi, alors j'aimerais peut-être continuer avec cette piste. Et ce que j'aime avec le test de la chaise, c'est un projet collaboratif. Alors, souvent, je travaille tout seul dans l'atelier, je crée des objets et après qu'ils sont terminés, je les expose. Mais c'est un peu isolant comme processus et le fait que le test de la chaise est un projet collaboratif, ça donne plus d'opportunités de travailler, collaborer avec autres gens aussi. Mais, il y a toute cette histoire aussi liée avec le paranormal. J'ai lu l'autobiographie de... j'ai oublié son nom. Houdini, excuse-moi, Houdini. Houdini était quelqu'un qui croyait dans l'au-delà et l'idée de communication spirit, mais dans sa biographie, et au début, là, il a mentionné qu'au début de sa carrière, il a peut-être exploité les sentiments des gens qui voulaient communiquer avec l'au-delà. Et quand il a perdu quelqu'un proche de lui, il a décidé, c'est peut-être pas quelque chose qui est juste, donc il a passé le reste de sa vie à essayer d'identifier les vrais médiums. Donc, il a rencontré Eusapia Palladino, par exemple, dans ses recherches, mais lui essayait de trouver les comment on dit ça, les trucs.
Il était magicien, mais il a essayé de trouver comment on dit ça, le truc derrière, le truc derrière. Mais pour lui, l'objectif est de trouver quelqu'un qui est authentique. Mais dans sa biographie, il était très systématique. Il a identifié des médiums très connus. Il a rencontré ces gens, testé leurs capacités. Et à la fin de sa vie, il a trouvé qu'il n'a jamais trouvé quelqu'un qui était aussi authentique. Alors, mais c'était intéressant. Quand j'ai lu qu'il a écrit sa biographie, et il a dévoilé tous ces trucs de ces faux médiums. J'étais fasciné par ça juste pour avoir comme une source pour assister avec ma recherche. Alors, c'était intéressant. Lui et Arthur Conan Doyle étaient des amis pendant longtemps. Ils faisaient des séances ensemble, mais apparemment, il y avait une rupture entre leur amitié, si on peut dire ça, parce que la femme d'Arthur Conan Doyle essayait de communiquer avec médium pour la mère de Houdini. C'est intéressant, mais elle parlait en anglais et la mère de Houdini n'a jamais parlé en anglais. Donc il y avait cette division entre Houdini et Arthur Conan Doyle. Alors j'ai trouvé ça intéressant aussi. Donc il y a une culture aussi pour les faux médiums aussi. Oh, okay. No, I don't know him. He goes out to record sound environments and then analyzes them to look for hidden voices, speaking out. And it's quite phenomenal because I was just reading his biography. And he, of course, but he says that he is a descendant of Alfred Bale, who invented the Morse code. And his cousin, another ancestor, was an office manager for Thomas Edison. So it's kind of weird. Wow. And anyway, he's got a lot of recordings. I'm curious about this kind of thing. It's worth listening to. I read a biography on another artist, Friedrich Jürgensen, who is also associated with this EVP phenomenon, but more in the 60s. And apparently he was trying to record bird sounds in the country. And then when he replayed it, he didn't hear anything unusual, but when he replayed his tapes, then he could hear voices of people in them. And so there was this kind of, I don't think he invented or developed the concept of electronic voice phenomenon, but I think it was around the same time, the 50s and the 60s. So, and I think there was even a movie that was kind of, yes, yes. And an interesting question about this, because you spoke about the metaphor too, but is there actually a voice, or is it being, projected by the artist? By the listener, or yes. Yeah, and but anyway, it's rather fascinating. Yeah, so that's another great example of how technology kind of opens this sort of a space for people to explore things that are maybe not rationally explained. So. Oui, yes. Dans votre recherche, M. Latour Oui. parlait de communication. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce besoin-là de l'humain de communiquer avec, en fond, des gens morts? Vous avez donné l'exemple de M. Houdini, Oui. qui lui ne prenait pas trop ça au sérieux au début, mais quand lui a perdu quelqu'un dans sa vie, ce besoin-là de communiquer avec une personne, qu'est-ce que c'est ce besoin-là? Ben, c'est... Savoir qu'il y a une vie après ça, je sais pas. Vous devez sûrement réfléchir à
Je crois que ça remplit un besoin. Et peut-être c'était vraiment développé au début du 19e siècle. Et j'ai lu au sujet de ça, il y a des gens qui croient que c'est peut-être lié avec des guerres. Il y avait tellement de personnes perdues dans les guerres. Oui, et c'était les familles qui voulaient avoir des réponses ou peut-être juste dire au revoir aux gens qui ont été perdus. Alors, mais il y a peut-être plusieurs facteurs, le besoin, mais aussi la technologie, comme le télégraphe, où on peut entendre des signaux invisibles de des gens qui sont très loin des gens. Je ne sais pas si je m'explique ça très bien, mais je crois qu'il y a un besoin pour communiquer avec les gens qui sont perdus et c'est lié peut-être avec un sens de perte, mais aussi la technologie, peut-être il y a un côté que ça rend ça plus facile à croire qu'il y a des moyens à communiquer avec les gens qui sont décédés. Puis en même temps, si tu peux communiquer avec de l'au-delà. Oui. Dans le fond, toi-même, quand tu vas mourir, tu sais que tu vas avoir un lien avec ce qui est. Non, je ne dis pas c'est dans la simplicité. Moi, je trouve ça assez intriguant, le fait de vouloir communiquer avec les gens qui sont morts. En fait, on peut juste se faire dire là, parce que non, mais je pense que ce sera mon tour. Pour avoir des nouvelles. Mais c'est sûr que j'ai lié ça beaucoup avec la technologie aussi, avec les différentes découvertes, tout ça. Ils se sont beaucoup posé des questions, les gens qui les ont utilisées à travers ça. C'est quand même, moi je trouve ça intriguant. C'est ce besoin. En fait, je pense que ça répond aussi de tout temps, on ne peut pas qu'il y ait de fin. C'est trop vertigineux qu'il y ait de fin. On s'invente des histoires pour se faire croire qu'il y a un au-delà, qu'il y a une âme, qu'il y a quelque chose après, parce que sinon c'est terrifiant. Ben oui, je pense que l'au-delà, peut-être que tout se passe en même temps. C'est peut-être des mondes parallèles qui sont tout en même temps. C'est juste que ça dépend comment on accepte ça, comment on vit ça. Je ne sais pas, ça m'interroge beaucoup. D'un point de vue culturel, surtout du point de vue du christianisme, il y avait beaucoup aussi la recherche de... Bon, on disait soit qu'il fallait communiquer ou les esprits, appelons ça comme ça, c'était les âmes qui étaient au purgatoire, qui n'étaient pas tout à fait rendus au ciel, avaient des choses à se faire pardonner, ou il y avait quelque chose qui n'était pas terminé. Puis quand j'ai entendu parler, j'avais un oncle qui était philosophe et absolument fasciné par le paranormal, un petit peu trop en fait. J'ai hérité de sa bibliothèque, tout annoté. C'est dommage que j'ai plus ça, parce que c'était une collection immense. Lui, ça passait par l'au-delà, mais aussi par les ovnis. C'était comme les deux façons d'aller vers autre chose, d'autres formes de vie. Mais il y avait beaucoup de livres qui faisaient référence à ça, au paranormal, mais dans le contexte d'aller chercher à contacter ces gens-là qui étaient entre les deux, qui étaient entre le ciel et la vie terrestre. Puis je me demande, je connais rien là-dedans vraiment, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire aussi avec ça? C'est qu'il fallait sauver ces âmes-là. Non, c'est possible. Non, c'est... aussi, quand on parle de finitude, les bouddhistes, eux, c'est la réincarnation. Donc, c'est qu'on va aller dans un autre corps, de mieux en mieux. Après 800 vies, apparemment, c'est bon. Mais c'est pareil, il y a pas la quête du mieux, de se reprocher dans un autre corps. Moi, je pense qu'on ne peut pas imaginer tout ça. C'est comme on voit là de quoi. Ben, ça dépend. Moi, je pense que si tu as déjà accompagné des gens qui vont mourir, si cette vie-là est terminée, en tout cas dans ce cas-là, la personne qui t'a accompagné. Oui, ça a une certaine fin, mais ça dépend après qu'est-ce que tu fais avec ça. Je pense.
Mais dans le fond, l'avenir, mettons dans 50 ans, vous allez faire partie d'un certain passé. Moi, c'est sûr que je ne serai pas là, mais vous allez faire partie d'un certain passé. C'est quand même spécial, c'est comme un passé dans un passé. Votre propre passé à travers ça, que vous allez rechercher les histoires du passé à travers les objets et tout ça. Mais ça va être l'avenir. Mettons, 150 ans. Vous allez faire partie d'un certain passé. Mais vous n'allez pas votre photo dans un petit camp comme ça. Pardon? Vous ne prendrez pas une photo d'aujourd'hui sur votre Non, téléphone et non, vous mettez ça dans un non, mais Ça va être dans le nuage, ça va être dans le streaming. Vous allez mettre vos photos dans le streaming. Ça va être différent. Tant qu'on sait où est le nuage. Oui. Dans le DVD de iCloud. C'est magnifique. Ben oui. Non, mais c'est vrai. OK. super, merci beaucoup.